Bonjour à tous, c'est le MAC du 16h. Elle s'exprimera dans un peu plus d'une heure. La famille de Naomi Musenga, et vous pourrez la suivre en direct sur LCI à 17h30. Cette femme de 22 ans, maman d'une petite fille de 18 mois, a décédé fin décembre. Son premier appel vers le SAMU de Strasbourg n'avait pas été pris au sérieux. Une plainte va être déposée pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Plainte déposée contre X et contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Alors, qui sont ces personnes en première ligne pour prendre les appels, mais aussi quelle est la stratégie de défense trading de la famille qui ne souhaite pas charger l'opératrice en liaison téléphonique avec leur fille? Pour en parler, nous sommes avec le colonel Éric Faure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci beaucoup d'être avec nous. Vincent Julet-Parade, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé dans le droit médical. Thibault Lyotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien médecin du SAMU et enfin Alexandra Guillet du service police-justice de LCI. Mais tout de suite, on va écouter l'un des avocats de la famille. C'est Maître Mohamed Achour. Il était sur notre antenne ce matin. Il s'exprimera donc tout à l'heure à côté de la famille. Écoutez ce qu'il dit à la fois sur la plainte qu'ils vont déposer, mais aussi sur leur défense. La plainte exacte, en fait, c'est pour rechercher les causes de la mort, pour non-assistance à personne en danger et pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est une plainte qui est dirigée contre X et contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Pas directement contre l'opératrice, elle sera nécessairement englobée dedans, mais ce que la famille ne souhaite surtout pas, c'est que l'opératrice soit la seule responsable dans cette affaire. Elle a évidemment une responsabilité au regard de cet enregistrement, mais toute la chaîne des responsabilité doit être analysée et la famille ne souhaite surtout pas que ce soit uniquement l'opératrice qui soit sanctionnée dans cette affaire. Voilà, on peut s'arrêter un instant justement sur le choix de la famille qui n'a donc pas souhaité charger l'opératrice mais plutôt mettre en évidence une possible chaîne de responsabilité. Tout d'abord, quel est votre sentiment sur cette ligne de défense ? C'est une ligne de défense qui est plutôt cohérente, parce que quand on travaille dans ce domaine, on sait que ce genre de dossiers sont souvent une accumulation de facteurs. C'est rarement un fait unique, mais c'est une défaillance en chaîne. Moi, j'ai très souvent des dossiers en droit médical où, quelque part, on arrive à des conséquences tragiques parce qu'il y a eu peut-être une faute qui ensuite n'a pas été rattrapée par un système qui a défailli dans son ensemble. Donc, c'est plutôt une stratégie logique et logique quant à ce besoin de connaître la vérité. Je pense que ce qui compte pour ces gens, c'est de savoir pourquoi leur fille n'a pas été prise en charge comme il se devait et quelles auraient pu être les conséquences si la prise en charge avait été, on va dire, de bonne qualité. Donc ça m'apparaît totalement logique et totalement louable de leur part. Alexandra, vous peut-être préciser pourquoi une plainte maintenant ? Bien parce qu'en fait, effectivement, les parents ont écouté cette conversation téléphonique glaçante qu'on a tous écoutée ces derniers jours récemment. Oui, effectivement, cette demande, ils avaient fait une demande au courant fin mars, pour obtenir ces enregistrements. Ils les ont eu il y a quelques semaines et on sait après, voilà, ces enregistrements ont été rendus publics via un site d'information locale. Alors, effectivement, pourquoi la famille porte plainte, a priori demain, à nouveau, pour non-assistance à personne en danger, plainte contre X, c'est pour aller plus loin, être sûr d'aller plus loin que l'enquête préliminaire qui a été ouverte pour l'instant par le parquet de Strasbourg. Ça a été annoncé hier par les services du procureur. Une enquête préliminaire, c'est une enquête policière, de police judiciaire, qui vise à déterminer s'il y a des éléments qui puissent entraîner d'éventuelles poursuites. C'est une première étape dans le temps judiciaire, cette enquête préliminaire. Une fois que la police judiciaire a rendu ses conclusions au procureur, et bien le procureur décide lui et lui seul s'il classe cette affaire, s'il cite directement devant le tribunal les personnes éventuellement poursuivables, ou bien s'il juge les faits trop complexes ou nécessitent plus d'investigation, alors il ouvre une information judiciaire et saisit un ou plusieurs juges d'instruction. Et si la famille a décidé de porter plainte, c'est bien pour se garantir à l'avenir qu'un juge d'instruction va bien être nommé, qu'une information judiciaire va être nommée pour aller au bout de cette histoire. Parce qu'il faut dire qu'il y a 3 enquêtes finalement qui sont ouvertes, donc l'enquête préliminaire dont vous parlez, il y a aussi une enquête administrative. Bien sûr, alors cette enquête préliminaire est une enquête
pénales menées par les services de police et les services judiciaires. Et puis, il y a des enquêtes qui sont administratives. La première menée en interne au sein de l'hôpital et dirigée par la direction de l'hôpital. Et puis, enfin, une troisième enquête menée par l'Inspection générale des affaires sociales qui, elle, a été demandée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, car elle considère qu'il y a eu, selon elle, des dysfonctionnements graves, tant au plan individuel qu'au plan organisationnel. Si on veut revenir sur la ligne de défense dont on parlait tout à l'heure, on pense aussi à une certaine dignité de la famille qui n'a pas eu finalement encore de mots pour cette opératrice. Et on voit que sur les réseaux sociaux, etc., elle fait preuve d'un déchaînement de violence. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ligne de défense, selon vous, avec vos yeux ? Encore une fois, on est face à une histoire dramatique et il n'est pas accepté. C'est plus jamais ça. Ça ne peut plus se reproduire, des tels événements. Et là où je rejoins en tout cas ce qui vient d'être dit auparavant, c'est que soit on se positionne dans une situation où on va essayer de chercher des responsabilités unique, facile, simple à trouver et se contenter de dire c'est à cause de ça, c'est à cause de cette personne et pas regarder en fait dans la globalité, dans les organisations du service, dans les process en tout cas de rétrocontrôle, de suivi en temps réel des choses. Pour moi, vraiment, le travail, il est vraiment dans cette globalité. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement éviter qu'une personne individuelle... Vous aurez toujours des gens fatigués, vous aurez toujours des gens malades, dépressifs, qui seront sur leur lieu de travail. Et comment on n'a pas dit que c'était le cas de cette opératrice. Mais de toute manière, des gens fatigués, vous en aurez toujours. Ce que je veux simplement dire, c'est quand on a justement un système, il doit être le plus opérationnel possible et le moins possible laisser la place à l'erreur humaine. Et donc justement, c'est pour ça qu'il y a des organisations avec des suivis de dossiers, avec des suivis d'appels entrants, d'appels sortants, est-ce qu'une décision a été prise sur ce dossier-là, et c'est pour ça que pour moi la prise vraiment dans la globalité de cette affaire est importante, et je pense que c'est très bien qu'aient été diligentées ces 3 enquêtes, parce que justement il faut regarder sur tous ces points. Colonel, quand vous avez appris cette affaire, quand vous l'avez découverte finalement aussi dans les médias, quelle a été votre première réaction de professionnel également de secours ? Tout d'abord, une réaction identique à tout le monde. C'est effectivement qu'une chose comme ça ne doit pas se produire. Et puis, ensuite, au fil des minutes, je suis revenu sur un objectif que les pompiers de France ont depuis de nombreuses années. Nous réceptionnons 18 millions d'appels au 18. L'appel, le standard d'alerte des sapeurs-pompiers. Il y a un autre numéro, le numéro 15. Quelque part, c'est déjà 2 numéros de trop. On a rajouté une multitude d'autres numéros d'urgence. Il ne faut pas 2 numéros, il faut un seul numéro. On a rajouté une multitude de numéros d'urgence. Et puis finalement, l'Europe, il y a 25 ans, a souhaité que chaque pays ait un numéro unique, le 112. La France a pris ce 112, mais a laissé en service les numéros historiques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le public a beaucoup de mal, parce que, je l'ai dit souvent, quand on a un problème, on est presque comme devant une grille de loto. On ne sait pas quel numéro cocher. Et puis finalement... Vous pensez que ça a joué dans cette affaire-là ? Qu'est-ce que ça aurait changé dans cette affaire Ça a joué comme dans de nombreuses fois, parce qu'on le dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave, finalement, les gens se parlent entre eux, ils sont interconnectés, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à chaque fois, ce sont des filtres différents, des filtres différents qui agissent et qui font qu'on appelle le 18. Le 18, finalement, ça ne le concerne pas. Donc, il bascule au 15. On a une nouvelle opératrice. On a le médecin régulateur. Parfois, le 18 répond parce que le 15 ne répond pas. Donc, c'est-à-dire que ce sont autant de filtres, finalement, qui sont peut-être des sources d'erreurs. Autant de filtres, des sources d'erreurs, des sources d'impression sur un sujet qu'on se repasse. On a l'impression d'avoir telle problématique, on le partage avec une autre personne qui est ailleurs, assez loin parfois. Donc aujourd'hui, dans ce système qu'il faut rénover, il y a bien sûr le système hospitalier, sans doute, mais je ne suis pas là pour parler de l'hôpital, je ne le connais pas. Moi, ce que je connais, ce sont les centres d'appel d'urgence. Et aujourd'hui, face à cette multitude de numéros d'appel d'urgence, et notamment le 15 et le 18, qui traitent toutes les questions relatives des problèmes de personnes, il est nécessaire de faire une synthèse. Le 112 est là. Emmanuel Macron a souhaité, le 6 octobre dernier, qu'on mène une vraie étude sur l'opportunité d'un centre commun d'appel d'urgence.
le 112. Donc voilà, cette affaire très vite fait penser à cette opportunité qu'on n'a pas encore saisie en France. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné précisément ce jour-là de décembre? On va revenir sur les faits avec Bastien Auger. L'indignation, puis les questions. Comment une opératrice du SAMU a pu négliger l'appel à l'aide de Naomi quelques heures avant sa mort? Les hôpitaux de Strasbourg ont lancé une enquête. Si une enquête met en évidence des responsabilités engagées, il y a des procédures internes qui peuvent aboutir évidemment à des sanctions. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Enquête lancée aussi par la ministre de la Santé qui s'interroge sur le respect des procédures. Tout appel doit normalement être transféré à un médecin. C'est ce que n'a pas fait cette opératrice au téléphone. S'agit-il seulement d'un problème isolé ou faut-il aussi pointer du doigt les conditions de travail au SAMU? Pas d'excuses, mais une mise en contexte, disent plusieurs syndicats. Ces personnels-là font un travail qui est compliqué. Il faut savoir qu'il y a des réductions d'effectifs dans tous les secteurs de l'hôpital. Il y a de plus en plus d'appels, surtout la période où ça s'est passé au mois de décembre. Il y a toujours beaucoup plus d'appels. Et parmi les appels, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui appellent pour rigoler, il y a des gens qui appellent pour insulter. Impossible aujourd'hui de savoir si une intervention plus rapide aurait empêché la mort de Naomi. De son côté, le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête préliminaire pour non-assistance à personne en péril. Voilà, et l'opératrice en question, elle se dit effondrée, elle reconnaît la gravité des faits. Alexandra, elle a d'ailleurs été suspendue à titre conservatoire après avoir été changée de poste dans un premier temps. Oui, effectivement. Alors, c'est une décision qui a été prise à titre conservatoire en attendant les conclusions de l'enquête. Cette fois, ça concerne l'enquête administrative interne à l'hôpital. Le directeur général de l'hôpital a pris cette décision. L'enquête, elle, a été ouverte en interne le 2 mai. Et après, à partir du moment où cette enquête a été ouverte, il a effectivement changé de poste cette personne. Et après l'avoir entendue, il a décidé de la suspendre le temps que les conclusions de l'enquête arrivent. À l'issue de cette enquête, des décisions seront prises, soit de réintégration de poste, soit, s'il y a des fautes avérées, de passer à un stade disciplinaire dans ces cas-là. Alors on s'interroge évidemment sur ces conditions de travail. Il y a beaucoup de questions laissées sans réponse, en tout cas que la famille aimerait bien connaître. On va écouter le directeur des hôpitaux de Strasbourg. Il était sur notre antenne ce matin, il a choisi de s'exprimer sur LCI. On va écouter Christophe Gauthier justement donc, sur les conditions de travail de cette opératrice ce jour-là. Je peux, à ce stade, pratiquement avec certitude vous dire que les conditions de travail étaient des conditions de travail normales. Quand j'évoque des conditions de travail normales, j'évoque bien entendu des conditions de travail qui sont marquées par une densité évidemment d'appels. Nous connaissons tous l'activité soutenue qui est celle du SAMU des centres d'appel. Mais il n'y avait pas ce jour de conditions particulières ou exceptionnelles. En particulier, l'opératrice en était à son 2e jour de travail consécutif. L'appel est pris 3 heures après la prise de poste et elle revenait d'une période de congé annuel de 15 jours. Donc on ne peut pas être dans un élément, pour l'instant, à ce stade, d'explication liées à un environnement particulier ou exceptionnel. Thibault Liotte, du coup, quand vous écoutez ce que dit le directeur des hôpitaux de Strasbourg, tout à l'heure vous me parliez de personnel fatigué, parfois dépressif, surmené. Ce qui me surprend juste en fait, c'est cette approche où je trouve que le projecteur est mis sur cette personne. Et que pour moi, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment regarder dans la globalité et que peut-être elle revenait de vacances, peut-être. Maintenant, les indicateurs étaient soi-disant pas en surcharge d'activité. Après, il faut savoir que les indicateurs, on leur fait dire les choses comme on veut. On sait très bien que les afflux d'appels téléphoniques ne viennent pas de manière régulière au SAMU. Ça tombe en vague et c'est pareil chez les pompiers. C'est à certains horaires de la journée, les appels sont beaucoup plus nombreux avec souvent un déficit de personnel pour pouvoir décrocher ces appels. Voilà, est-ce qu'il y avait de l'absentéisme ce jour-là? Donc voilà, moi j'entends ce qui est dit là, je trouve juste qu'il est dommage d'un seul coup de mettre le projecteur là et pas moi je resterais plus global. Vous savez, on va pas pouvoir dire... Bien sûr qu'on examine tout dans sa globalité, mais ce que vient de dire le directeur des hôpitaux de Strasbourg a quand même son importance. Ma remarque était que je trouve qu'il est dommage que le directeur
de Strasbourg là évoque simplement cette situation-là où on lui a posé la question. Il aurait dû aussi rester sur, en interne, on est en train de revoir les procédures. On a demandé, on enquête sur les délais d'attente, on enquête sur combien il y avait de médecins ce jour-là disponibles. Je trouve que la réponse aurait été beaucoup plus globale. Vous savez, on ne va pas pouvoir dire à la famille, c'est lui, c'est pas moi. Non, chacun va se renvoyer la balle. Et je trouve que, justement, je pense que là, dans cette affaire-là, encore une fois, on est là pour prendre en charge cette famille qui est maintenant endeuillée. Et cette famille, on ne peut pas lui dire, c'est ça qui n'a pas marché, c'est lui qui n'a pas été comme il fallait. Je pense qu'il faut vraiment rester avec... D'accord, elle peut peut-être essayer de comprendre, effectivement, dans sa globalité, où est-ce qu'il y a eu des failles, finalement, dans toute cette chaîne de responsabilité. Je pense que des failles, comme l'évoquait le maître tout à l'heure, il y en a très sûrement plusieurs. Comment se fait-il que, encore une fois, que cette personne ait pu clôturer le dossier sans que quelqu'un puisse dire comment se fait-il que ce dossier soit clôturé? Y a-t-il un superviseur dans cette salle, un chef de salle, quelqu'un qui gère les dossiers? Voilà, moi je suis surpris. Après, je dis pas qu'il n'y a pas, je dis juste qu'on ne peut pas se contenter simplement de cette réponse. En tout cas, le président de SAMU Urgence de France, François Braun, indique que la manière dont Mme Moussenga a été reçue au téléphone n'est absolument pas un fonctionnement normal pour un SAMU. Voilà, c'est ce qu'il dit, on le voit à l'antenne. Vincent Julier-Parade, ça vous évoque quoi quand vous entendez effectivement le directeur des hôpitaux de Strasbourg parler des conditions de travail des opératrices? Écoutez, je pense qu'il faut rester prudent. De manière générale, il faut que chacun reste prudent et dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'apporter des éclaircissements, si tant il qu'ils soient nécessaires. À mon avis, l'urgence numéro 1, c'est en effet qu'un juge d'instruction soit désigné, soit qu'une information soit ouverte. Parce que le juge d'instruction va avoir des pouvoirs d'investigation, va pouvoir notamment demander que soient communiqués les relevés d'appel. Et on aura dans ce dossier, les avocats de la famille et la famille auront une vision relativement globale et aucune piste ne sera exclue. C'est malheureusement un peu dans l'air du temps, si vous voulez, de tout de suite vouloir des réponses. D'abord, je pense qu'il faut l'honnêteté à cette famille que de lui dire que ça va prendre du temps, qu'une information judiciaire, c'est plusieurs mois, c'est des expertises, c'est long. Et surtout, à l'opinion, également de dire qu'on n'aura pas des réponses tout de suite. Et que sans doute, quand on aura ces réponses, les feux seront braqués sur d'autres actualités et que peut-être cette attente légitime actuelle se sera un peu dissoute. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut donner compétence à un juge d'instruction et qu'une information soit ouverte. 2, il faut que cette famille rapidement puisse avoir accès au dossier d'instruction en se constituant partie civile, puisse demander des actes si elle l'estime nécessaire, et sans doute il y en aura. Et encore une fois, aujourd'hui, on a les feux braqués sur cette femme parce qu'on a eu écho de ses enregistrements, mais l'expérience démontre que c'est rarement un fait unique. Donc je comprends le directeur du CHU de Strasbourg que de dire que pour lui tout allait bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, moi j'ai une vision un peu plus pessimiste sur le système de santé actuel en France, et je pense que... Alors, il n'a pas l'air de dire ça non plus, le directeur de Strasbourg. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a, si vous, quand on dit tout, c'est un contexte normal, c'est sous-entendu quelque part dire il y a une défaillance humaine et c'est potentiellement cette femme. Peut-être et certainement parce qu'on a des écoutes qui vraiment ne sont pas acceptables. Mais il faut comprendre dans quel contexte ça a été prise, et notamment moi, si j'étais avocat de la famille, je serais très intéressé d'avoir le dossier administratif de cette femme, de savoir quel est son parcours. On sait qu'elle rentrait de vacances, mais quel a été son parcours au sein du SAMU. Ensuite, de savoir quel était le système organisationnel ce jour-là. Moi, vraiment, ce genre de dossiers m'ont vraiment appris que souvent, on va viser un médecin. Moi, j'ai un cas, là, une femme qui est morte sur une table d'opération dans un petit hôpital de l'Est de la France. Et en fait, on a visé l'anesthésiste, il est mis en examen. Et en fait, quand on lit le dossier, on se rend compte que cet hôpital, c'était une poudrière. Voilà, que plus personne ne se parlait, que l'ambiance était délétère et que quelque part, on ne pouvait arriver qu'à ce type d'accident dramatique. Donc vraiment, recul, patience et analyse. Colonel, qui sont ces personnes qui sont en première ligne chez vous, qui prennent les appels? Est-ce qu'ils sont formés? Comment ça se passe? Chez les sapeurs-pompiers, 2 types de personnel.
soit des sapeurs-pompiers, dont c'est le métier, des sapeurs-pompiers professionnels, voire des volontaires, soit des personnes des filières administratives de la fonction publique territoriale. Dans les deux cas, ce sont des gens qui sont formés. Plusieurs semaines de formation humaine à la prise d'appel, à l'échange, à l'écoute, formation technique, puisqu'il y a un outil informatique d'aide à la décision, et puis enfin formation métier avec l'utilisation d'outils, notamment des arbres décisionnels. Donc, formation médicale, vous avez dit également, pour les personnes qui sont en première ligne et qui répondent... Formation humaine pour répondre, pour écouter. Parce que avant toute chose, avant de savoir ce qui se passe, avant plutôt de poser des grandes lignes de ce qui peut être la suite, il faut savoir où on est et puis quelle est la nature de l'appel. Parce que... plus particulièrement au 18, incendie, accident de circulation, malaise sur la voie publique. La masse d'appels est importante et aujourd'hui, en 1 minute 30, moyenne nationale, l'appel est pris, il est localisé, il est traité, puis on a engagé les secours quand il faut engager les secours ou on bascule l'appel au SAMU Centre 15. Et c'est là où... Alors j'évoquais tout à l'heure la nécessité de supprimer des filtres, de travailler beaucoup plus en commun avec des plateformes communes. L'autre volet qui pose difficulté aujourd'hui et que nous, sapeurs-pompiers, nous ressentons en permanence. J'entendais la ministre tout à l'heure dire « tout appel doit être régulé par un médecin ». Mais c'est un mythe, ça. C'est un mythe. Il y a 2 à 4 ARM, donc personnel qui répond au SAMU, pour un médecin. Donc vous comprenez bien que si effectivement tout appel est bien régulé par un médecin, il y a parfois des files d'attente qui sont énormes. Mais dans ces cas-là, vous dites attendez ou vous raccrochez? Parce que là, dans ce cas précis, la personne a raccroché. Dans ce cas-là, nous, sapeurs-pompiers, nous basculons au SAMU. Nous avons des fois des temps d'attente de 3 à 8 minutes pour avoir l'agent de régulation médicale, l'ARM, et puis nous restons en conférence parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de rupture brutale, et nous savons que le médecin, c'est encore plusieurs minutes après, parce que le médecin est occupé par un autre appel. Donc là, il est urgent qu'au-delà de cette recherche de responsabilité sur cette affaire, il est urgent qu'on se pose la question de savoir si on veut mieux faire, qu'on rentre dans des procédures nouvelles. On n'a pas toujours besoin d'un médecin immédiatement à partir du moment où on engage les secours. Donc il faut autoriser, c'est le cas pour les sapeurs-pompiers, nous avons pour les secours aux personnes un engagement réflexe lorsque c'est très grave. Il faut autoriser, donc, développer ces engagements réflexes dans le doute. Le doute doit profiter à la victime. Bon, en tout cas, les assistants de régulation médicale, eux, ils dénoncent un manque de formation. On va écouter ce témoignage tout à l'heure sur notre antenne, justement, de l'un d'entre eux qui travaille pour l'hôpital d'Avignon. Écoutez. À l'heure actuelle, c'est pas une formation qui est encadrée avec des gens qui... du moment qu'on le bac, peuvent être recrutés au sein de centres d'appel. On est dans une branche administrative et au quotidien, tous les ARM font plus du médical que de l'administratif parce que on travaille en binôme avec le médecin et comme dans tous les SAMU, l'effectif médical il en manque partout et donc les PARM, les assistants de régulation médicaux, dépassent au quotidien leur champ de compétences et ça, on dénonce depuis plusieurs années. L'assistant de régulation va prendre entre 300 et peut-être 400, voire 500 appels. Tous les jours, on peut être à la place de notre collègue de Strasbourg. Tous les jours, on encaisse, à un moment donné, pour X raisons, des soucis personnels ou une charge de travail, parce que c'est une journée difficile avec des appels difficiles. Le dernier demandeur peut faire exploser, effectivement, et ça a été c'est dénoncé au quotidien. Donc ce personnel, est-ce qu'il doit être mieux formé ? Il y a probablement une formation réglementée qu'il faut mettre en place avec un nombre d'heures, avec l'utilisation des logiciels, avec la compréhension des différents acteurs qui interviennent dans le secours. Maintenant, je rejoins quand même ce que vient de dire le colonel Faure, c'est qu'actuellement, vous avez quand même un goulot d'étranglement avec le médecin régulateur. C'est que vous avez, alors ça dépend des endroits, mais vous avez de 1 à 3 auxiliaires de régulation médicale pour un régulateur. Donc obligatoirement, la prise d'adresse, la prise de motif d'appel prend bien moins de temps
que de faire un interrogatoire médical. Et donc ça, vous pouvez faire la formation que vous voulez aux auxiliaires de régulation médicale ou aux personnes qui travaillent dans un CODIS. À partir du moment où le Code de santé publique dit que la régulation doit être médicale, faite par un médecin, ben voilà, le goulot d'étranglement va rester le médecin. Et oui, il y a plusieurs fois par jour des embouteillages pour arriver à ce que les ARM, voire les pompiers aussi, quand ils ont besoin de parler au médecin, à pouvoir parler avec le médecin régulateur. Ouais. Alors justement, un autre assistant de régulation médicale livre son témoignage et lui, il lui dit trop d'appels polluent également. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Que ce soit au 18 et au 15, effectivement, trop d'appels polluent, mais finalement, on est victime du succès que l'on a amené. Quand partout on entend appeler le 15. Pharmacie de garde à trouver, appelez le 15. Donc aujourd'hui, ce qui est un numéro d'urgence est un numéro pratique. Pour les sapeurs-pompiers, le contexte est un petit peu différent parce que finalement, on répond assez vite et tous les tracas de la vie, on n'arrive pas à joindre EDF parce qu'on a une panne électrique, on appelle les sapeurs-pompiers. On a une coupure téléphonique, on appelle les sapeurs-pompiers. Tout simplement pour savoir si c'est notre installation qui est en panne ou si c'est une panne secteur. Donc aujourd'hui, oui, on abuse des numéros d'appel d'urgence. C'est pour ça qu'au-delà de la façon dont on va traiter ces appels d'urgence, il faut avoir un premier filtre, des vrais professionnels, comme ça se passe dans de nombreux pays occidentaux. Donc quand vous dites des vrais professionnels, c'est-à-dire des personnels qui sont formés au médical aussi, qui ne sont pas juste administratifs. C'est-à-dire justement, le problème, c'est qu'il faut éviter d'avoir des gens qui travaillent verticalement, c'est-à-dire qui vont de la prise d'appel jusqu'à éventuellement poser un diagnostic. Donc aujourd'hui, dans les pays occidentaux où on met en place les plateformes d'appel d'urgence uniques, il y a en 30 secondes une prise d'appel qui est faite par un professionnel de la prise d'appel et uniquement la prise d'appel. On a localisé l'appel, on sait ce que c'est, et ensuite on a défini si c'est un appel pour les pompiers, pour la police, pour la médecine d'urgence. Ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins aussi pour tout simplement... Je dis d'abord qu'il faut gagner du temps sur cette prise d'appel. Parce que s'il faut 3 minutes pour savoir ce qu'on va faire, ça ne va plus. En 30 secondes, dans ces pays occidentaux, les États-Unis avec le 911, nombreux landes allemands, 30 secondes, on a traité l'appel et on l'envoie vers la personne qui va bien. Donc ça, c'est indispensable et ces personnes qui font ça ne font que ça. Ensuite, une fois qu'on est dans le service métier, là, on sait qu'on a affaire à un problème qui est un problème médical et qui n'est pas un problème d'accident de circulation parce que d'autres ont fait ce premier filtre. Et effectivement, si tout repose sur le médecin, il faut un médecin par appel. Sauf si on crée des arbres décisionnels nouveaux, rénovés, avec des réponses rapides. Par exemple, l'engagement d'un moyen de secours, dans certains cas, j'imagine qu'un ARM devrait avoir la possibilité d'engager plus rapidement un moyen de secours. C'est le cas pour les sapeurs-pompiers où un simple opérateur, si c'est urgent, peut engager le moyen de secours sans en référer à son chef. Vincent Julier-Parade, quand on entend finalement que la grande majorité de ces ARM sont formés sur le tas, qu'il n'y a pas de formation obligatoire finalement, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça évoque une situation qui, me semble-t-il, est assez contestable et discutable. D'ailleurs, encore une fois, ce sera le but de l'enquête. L'enquête sera là pour évaluer la situation du cas d'espèce, mais également pour que ça puisse servir d'enseignement. Et je pense qu'il est important qu'on puisse tirer de ce genre de situation dramatique des enseignements pour améliorer les choses. Actuellement, il y a des problèmes en France. Alors, on parle du SAMU, mais on a le même problème au niveau des urgences dans les hôpitaux. Parfois, vous avez des situations dramatiques dont on ne parle pas, mais de gens qui vont attendre des heures parce qu'aujourd'hui, quand on a mal, on va aux urgences et qui finalement vont avoir une mauvaise prise en charge qui parfois est relevée dans le cadre de procédures administratives. On a un souci actuellement avec le réseau, avec le système de santé. Je pense que d'une part, il va falloir qu'on lui donne les moyens. Parce que très souvent, on se rend compte que moi, les dossiers que j'ai très souvent un manque de moyens et également une responsabilisation des patients et des citoyens sur le fait qu'on a un beau système,
mais encore faut-il bien utiliser pour justement qu'il puisse être efficient. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, du point de vue juridique, qui est le mien, un juge d'instruction, aujourd'hui le procureur a fait ce qu'il y avait à faire, et qu'il faut absolument que cette information judiciaire s'ouvre, ne serait-ce que pour les proches. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes dans le cadre d'une enquête préliminaire, vous avez le secret de l'enquête. Cette famille ne sait pas ce qu'il y a au dossier, et ça, c'est pas acceptable. Seule l'ouverture d'une information judiciaire lui permettra d'avoir accès aux procès-verbaux, de lire, y compris les dépositions de l'opératrice, et de demander d'autres actes. C'est terrible pour des gens qui ont perdu leur fille au mois de janvier, d'être au mois de mai, et de n'avoir rien de concret, si ce n'est la plainte qu'ils ont eux-mêmes rédigée. Voilà. Et là, je parle en tant que juriste. Il faut qu'on permette aux gens d'avoir accès à ce qui les touche le plus rapidement possible, et c'est pour ça que je souhaite qu'un juge d'instruction soit rapidement désigné. Alors, tous les médecins urgentistes seront reçus la semaine prochaine par Agnès Buzyn, qui s'est dit profondément indignée. Que lui diriez-vous, si vous étiez dans cette réunion avec Agnès Buzyn ? Bien sûr qu'on est tous indignés. La seule petite chose que je déplore, et je rejoins encore ce que vous venez de me dire, c'est qu'en fait, on est à plusieurs mois après cet événement dramatique, et que cette famille-là n'a toujours pas été accompagnée. On sait très bien que quand il y a un psychotraumatisme, quand il y a des accidents dans une école, on envoie la CUMP. Très vite, on sait que l'accompagnement psychologique est important. Et là, là, on est dans une situation où cette famille est restée seule. Il n'y a pas d'accompagnement qui a été fait, alors que justement, c'est su que la situation était difficile. Et donc, il faut plus jamais ça. Il est évident que c'est plus jamais ça. Alors eux, les médecins urgentistes qui vont être reçus, demandent des moyens pour avoir des régulations médicales modernes et répondant à des critères de qualité. Oui, mais c'est encore ce qu'on évoquait. Aujourd'hui, le Code de santé publique dit que c'est un acte médical de pouvoir établir un état clinique et un diagnostic sur un patient. Donc, l'organisation des soins en France s'est mis en place pour que, si jamais le patient ne peut pas venir à l'hôpital, c'est l'hôpital qui va à lui. Donc, il est bien évident que si c'est l'hôpital qui va à lui, il va falloir s'assurer des équipes médicales. Il n'y en aura pas une infinité, mais au même titre qu'il n'y a pas une infinité non plus de véhicules de pompiers, il va donc falloir envoyer avec pondération, mais en tout cas en faisant toujours attention que le doute bénéficie au patient, il faut avoir quand même un regard pour pouvoir savoir ce qui doit être envoyé. Parce que si on envoie à chaque fois quelque chose, on va très vite tomber aussi en panne. On n'aura jamais, derrière chaque arbre, derrière chaque patient, un véhicule qui attend. Donc, faut trouver, à mon avis, l'équilibre qui permette à ce que rapidement il puisse y avoir une réponse, une évaluation et l'envoi du moyen adapté en technicité et en délai d'intervention à la situation. Parce que d'autres témoignages évidemment arrivent. Depuis, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints effectivement de séquelles parce qu'ils n'avaient pas été pris en charge assez rapidement. Comment on fait évoluer le système quand on sait finalement que le temps perdu, il est crucial ? Oui, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, chaque minute, c'est du temps perdu. Mais encore une fois, le système de santé français a opté pour l'envoi précocement de secours et éventuellement de médicalisation de patients sur la voie publique, ce qui n'est pas du tout retrouvé dans le système anglo-saxon. Mais toutes les études ont montré qu'en fait, on n'avait pas les mêmes patients. Le système anglo-saxon utilise ces statistiques en utilisant principalement ce qu'on appelle les traumatismes pénétrants, des gens qui ont des plaies par arme à feu, qui en fait doivent aller rapidement au bloc opératoire, alors que nous, en France, nous avons une majorité d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux qui nécessitent la mise en œuvre des traitements précocement. Et un des rôles aussi qu'on n'a pas évoqué du SAMU, c'est aussi de pouvoir anticiper le service destinataire dans lequel on va emmener ce patient. Amener un patient qui fait un AVC ou un infarctus dans un hôpital où il n'y a pas de service de cardio ou de service de neurologie, c'est aussi une perte de chance. Donc vraiment, l'organisation des soins mis en place était vraiment pour pouvoir avoir ce maillage. Maintenant, et je crois que ça a été évoqué à de multiples reprises, les panneaux, faites le 15, faites le 18, ils sont accrochés partout. Les pharmacies, les médecins, quand ils ne sont pas là, vous disent de faire le 15 ou de faire le 18. Ouais. Et donc aujourd'hui, je pense que ça a fonctionné, mais je pense qu'aujourd'hui, on voit le bout du système. Alexandra, très rapidement, à 17h30, la famille prendra la parole, les avocats également. Pourquoi finalement ce choix de prendre la parole tout à l'heure à 17h30 ?
Alors, pour s'exprimer, je pense qu'ils veulent déjà remercier les différents soutiens qu'ils ont pu avoir. Et puis, vous avez entendu leur avocat s'exprimer aujourd'hui dans les médias. Il y a plusieurs messages qui sont donnés. Un, obtenir des réponses, c'est l'objectif de cette plainte. Comprendre ce qui s'est passé, qui est responsable. Ne pas pointer uniquement l'opératrice, mais qu'il y ait non seulement une explication à ce qui s'est passé et qu'on en tire toutes les conséquences. Voilà, c'est essentiellement les raisons pour lesquelles ils vont s'exprimer. Voilà, à 17h30, à suivre en direct sur LCI. Restez avec nous dans quelques instants, c'est le journal de 17h.